Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 182e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 30 septembre, il est exactement 18h45 et nous allons parler ce soir de Coupe de l'América et plus particulièrement de la 3e édition de la Coupe de l'América Jeune, de son vrai nom Unicredit Youth America's Cup, qui s'est terminé la semaine dernière à Barcelone. Nos 2 invités sont encore sur place. Le premier a 24 ans, il est le skipper de l'équipe française Orient Express L'Oréal Racing Team. Il s'agit d'Enzo Ballanger. Bonsoir Enzo. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, très content d'être là. Le second a 64 ans, il a rejoint le défi français cette année en tant qu'entraîneur des équipes jeunes et femmes. J'espère qu'il m'excusera du terme, mais c'est un vieux routier de la Coupe de l'América à laquelle, si je ne me trompe pas, il a auparavant participé à 5 reprises. Il s'agit de Fabrice Levet. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous. Eh bien, messieurs, comme de coutume, avant de vous donner la parole, je vais faire un bref retour sur cette Coupe de l'América Jeune, dont c'était donc la 3e édition, et qui réunissait à Barcelone 12 équipes du 17 au 26 septembre. Ces 12 équipes étaient réparties en 2 groupes. Le premier comprenait les 6 équipes issues des 6 défis, par ailleurs en lice sur la 37e Coupe de l'América. Le second groupe comprenait 6 autres équipes spécialement montées pour l'occasion. La compétition disputée sur des AC40 monotypes a débuté par la phase de poule avec des régates en flotte, les 3 premiers de chaque poule se qualifiant pour les demi-finales, toujours en flotte. Les 2 premiers des demi-finales sont ensuite qualifiés pour la finale disputée en match racing. Malheureusement pour les Français, on va revenir sur les circonstances particulières avec nos invités. Ils n'ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales et la victoire sur cette 3e édition est finalement revenue à Luna Rossa Prada Pirelli, vainqueur d'American Magic. Voilà pour ce court résumé de la compétition. Messieurs, avant de revenir dans le détail sur le déroulé des régates, on va essayer de mieux vous connaître l'un comme l'autre. On va commencer par toi, Enzo. Je le disais en introduction, tu as 24 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Oui, et ben moi je viens des bateaux à foil. Hein. J'ai commencé le foil en 2018 en mode à foil à La Rochelle. Et je suis vraiment tombé dedans. J'ai tout de suite accroché avec les foils. Et donc en parallèle de ça, j'ai commencé par l'Optimiste. J'habitais en Guadeloupe à l'époque. Puis ensuite je suis rentré en métropole pour faire du 420 en pôle espoir, puis un peu de 4-7 en pôle France. Et ensuite j'ai vraiment basculé vers les bateaux à foil avec le MOT, le Nacra 17, puis après le 109F et me voici sur un AC40. Donc finalement, c'est assez logiquement que tu t'étais intéressé à cette Coupe de l'América jeune. Oui, moi j'ai commencé à m'intéresser à la US America's Cup avec l'édition aux Bermudes. C'est vrai que je pense que ça a fait rêver un peu tous les jeunes, cette génération qui est allée aux Bermudes sur les tout premiers catamarans à foil. Et donc du coup, moi c'est devenu un objectif assez clair dans ma carrière d'y participer. On va revenir sur la phase de sélection et toute la préparation de cette coupe. Avant cela, on va présenter Fabrice, qui, comme je le disais en introduction, on connaît un rayon en matière de Coupe de l'América. Fabrice, pour les plus jeunes qui n'étaient pas nés dans les années 90, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et notamment ton parcours dans la coupe? Eh ben, moi, j'ai commencé la première coupe en 92 sur Ville de Paris en IACC, ce qu'on appelle IACC. Donc, c'était des bateaux de 22-23 mètres avec 22-23 tonnes, on va dire, pour faire grosso modo. Et en fait, j'ai fait 4 coupes en tant
équipier, une en tant qu'entraîneur à Valence, la 32e en 2006-2007. C'était toujours sur des IACC. Et en fait, là, Bruno Dubois m'a téléphoné fin avril, début mai pour voir si je pouvais accompagner un peu, filer un coup de main pour les jeunes et pour les filles, pour la C40. Donc en fait, je veux dire que l'expérience de la Coupe de l'Amérique, elle me sert un petit peu sur certains aspects, mais c'est tellement différent de ces bateaux que en fait, j'ai fait comme beaucoup de monde, j'ai découvert, quoi. Donc voilà. On va reparler justement de la manière dont un peu tu as appréhendé ce coaching forcément différent sur ces AC40. Auparavant, si on refait un petit retour en arrière, tu as donc disputé quatre coupes en tant que navigant, une en tant qu'entraîneur. Quelle a été pour toi la plus marquante? Bah, la première, c'est quand même extraordinaire, hein, parce que d'abord, j'étais plus jeune. Quand on s'est installé, on a vécu en Californie presque 3 ans pour la préparer. En parallèle de ça, je faisais une PO pour les Jeux de Barcelone. Donc, j'ai redécouvert le port olympique quelques décades après. Donc, en fait, c'était vraiment le moment où moi j'ai mis le doigt dedans dans la voile, on va dire, de haut niveau et presque et professionnelle. Donc, celle-là elle était vraiment marquante. Après, après 95, il s'est passé tellement de choses sur la Coupe 95, toujours à San Diego, que forcément on l'a en tête parce que je sais pas si, enfin, pour ceux qui connaissaient pas, on a quand même perdu une quille d'un IACC. 3 semaines après, il est tombé de la grue pendant la mise à l'eau. Donc il s'est passé tellement de choses pendant cette coupe-là que c'était hallucinant, quoi. Mais voilà, je pense que les meilleurs souvenirs, c'est quand même 92. D'accord. Après ta dernière coupe en 2006-2007 à Valence, c'est à ce moment-là que tu t'es vraiment reconverti dans le coaching? Non, non, parce que enfin, je l'ai fait en tant que coach. Valence, Ouais. j'ai fait un peu de. Je me suis occupé de l'équipage de Bruno Jourdain en sonar. C'est un bateau qui préparait les Jeux paralympiques. Et on a fait 2008, 2012 et 2016. 2016-2017, j'ai passé 3 mois avec Dongfeng pour la course autour du monde. Et après, suite à ça, j'avais pas fait grand-chose en coaching. Je faisais une toute autre activité au sein de l'École nationale de voile et des sports nautiques. Et c'est vraiment, là, j'ai répondu un matin à Bruno qui m'a proposé ça. Et évidemment, c'est toujours séduisant, mais j'avais presque lâché l'affaire, on va dire. D'accord. Et c'était quoi? Tu faisais quoi au sein de l'ENV du coup à Alors, Québec? on s'occupe de tout un observatoire qui est consacré à la sécurité en mer et on travaille en collaboration avec la SNSM, les affaires maritimes, la mission de plaisance des affaires maritimes. On est branché sur tous les sites web de tous les crosses. Enfin, on essaye de développer des axes pour que nos amis plaisanciers puissent pratiquer en toute sérénité et sécurité. Voilà. Un petit peu bruit derrière toi. Quand Bruno t'a appelé, qu'est-ce qui t'a décidé à replonger entre guillemets? Est-ce que tu as hésité ou tu as dit oui tout de suite? Bah oui, parce que d'abord, je suis pas un spécialiste du foil. Donc c'est pour ça que je dis que je les accompagne plutôt que je les coach, parce que chaque fois que j'ai fait des coachings, j'étais capable d'amener quand même techniquement des observations, tantôt au niveau du réglage que l'organisation à bord, etc. Et là, le bateau il est tellement différent, neuf. En fait, il y a une centaine de personnes qui ont navigué sur ce type de bateau dans le monde, hein. Ouais. Donc forcément, quand on arrive, ben, on ouvre grand les yeux, on est devant des tablettes avec un paquet de data, on ne sait pas trop par où commencer, donc j'ai tremblement, je me suis assis et j'ai regardé pour commencer. Voilà. Bon, ben justement, tu vas nous raconter. Enzo, juste un petit mot. Est-ce que tu connaissais Fabrice avant qu'il débarque à Barcelone au printemps dernier? Non, ben non, on s'est rencontrés quand il est venu sur la base. Donc, non, non, je le connaissais pas. On m'a dit qu'il était à l'École nationale de voile, qu'il avait fait la Coupe de l'América. Donc, voilà, on savait à quoi s'attendre. Mais non, je le connaissais pas.
On va revenir sur la sélection rapidement, Enzo. Comment se sont passées pour toi les sélections et à quel moment tu as été intronisé au sein de cette équipe française de Orient Express, le L'Oréal Racing Team? Et ben on a eu un long process de sélection avec tous les youths qui a duré de avril-mai 2023 jusqu'à fin décembre, avec plusieurs phases, une phase où on était 25, puis 15, et puis ça s'est progressivement réduit. Euh, et donc c'était juste top parce que on a commencé à l'ENV, et puis très rapidement on est venu à Barcelone faire du simulateur, voir la C40 naviguer, pouvoir discuter avec l'équipe Challenger. Donc c'était hyper enrichissant et et il y avait vraiment pas de concurrence au sein de cette équipe-là et de la sélection. Voilà, très vite le but a été de d'apprendre le plus possible sur la C40 et peu importe qui était à bord, c'était de performer à la fin. Donc c'était vraiment hyper enrichissant. Et ensuite mi-décembre, Bruno Dubois et le comité de sélection m'ont appelé, m'ont proposé d'être le skipper de l'équipe. Donc tout de suite j'ai dit oui et ensuite moi je me suis installé à plein temps à Barcelone en janvier. Euh, et puis le reste et puis on a commencé à bosser avec le reste de l'équipe. Donc les 5 autres. On était une équipe de 6. D'accord. Les premières navigations en AC40, puisque la C40 au début de l'année était utilisée un peu comme plateforme de développement du futur AC75 français. Les premières vraies navigations en AC40, elles ont débuté quand? Assez tôt en fait parce que même au sein de cette partie de développement, donc les challengers comme tu dis ont utilisé la C40 pour tester des systèmes, des futurs systèmes et des futures fonctions qui à bord du 75. Ils nous ont fait naviguer assez rapidement, notamment avec Manon Audinet qui est la skippeuse de l'équipe des femmes. Je pense que nous on naviguait mi-février pour la première fois. Et puis ensuite, on a continué à faire des stages de simulateurs et avec l'équipe, on a fait notre première nav full équipe youth en mai, tout début mai. D'accord. Fabrice, tu le disais, quand Bruno t'appelle au mois d'avril, donc c'était dans l'objectif d'accompagner cette équipe. Justement, toi qui as connu des coupes de l'América sur les classes América qui étaient des monocoques assez lourds qui avançaient à 8-10 nœuds auprès, comment on s'y prend pour lancer cet accompagnement dont tu parlais sur des bateaux qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu avais connu? C'est quoi les priorités au début quand on débute? La priorité, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur ce bateau. Parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent être pas dangereuses, mais qui vont entraîner ce qu'on appelle un foil off, c'est-à-dire que le bateau il va retoucher l'eau et c'est tout à fait ce qu'on veut éviter. Il y a des actions qui vont entraîner des coups de gîte sur lesquels on peut perdre le safran, qui font que le bateau il va planter devant et que il va se coucher sur le côté, que l'eau peut rentrer, que les batteries peuvent être endommagées, que ça peut prendre feu. Donc il y a quand même tout plein d'éléments de sécurité qu'il faut apprendre, intégrer et respecter. C'est eux qui m'ont appris tout ça, quoi. Euh, j'ai commencé par retrouver les filles en ETF 26 à hier. Donc on est resté une dizaine de jours là-bas et après on s'est fait une nuit de route et arrivé à la base et le lendemain sur la C40 à suivre le bateau à entre 30 et 40 nœuds dans de la mer. Donc il y a quand même ça nécessite quand même un petit temps d'adaptation, je veux dire. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as toi-même navigué sur ce bateau? Est-ce que tu as, ne serait-ce que pour essayer de le comprendre un peu mieux? Ah ben là, si je voulais naviguer, il faudrait exactement faire que ce qu'ont fait les filles et les jeunes avant, c'est-à-dire que je me coltine un petit paquet de simulateurs pour arriver à avoir les réflexes et savoir ce qu'on peut faire, ne pas faire, travailler en groupe. Et non seulement il y a un apprentissage à faire, mais il y a aussi une connexion avec son barreur et voir même le couple qu'il y a de l'autre côté du bateau, quoi.
Donc on peut pas sauter comme ça sur un bateau de ce type-là et pratiquer comme on fait, comme on pourrait barrer un 12 mètres J ou un classe America. Voilà, on sait ce qu'il faut faire à peu près. On n'est pas performant, on va arrêter le bateau éventuellement, mais il n'y a pas de risque. Là, il peut y avoir des risques. Donc on monte pas comme ça à bord de ce genre de bateau. Enzo, tu le disais, hein, toi, tu es toi spécialiste de foil. Quand tu as découvert cet AC40, est-ce que tu avais l'impression de rentrer dans un monde très, très différent? Raconte-nous un petit peu les sensations et les particularités justement du maniement d'un tel bateau. Bah, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie des premiers bateaux sur lesquels je navigue où on a autant de data en live quand on est dessus. Et elles font partie intégrante de la perf. Donc, il faut dans un premier temps comprendre comment utiliser les datas et ensuite réussir à naviguer avec ces datas, à prendre des repères. Et ouais, on est vraiment plus dans un monde où on regarde ses penons pour être au bon angle près. Il faut savoir jongler entre les écrans, les datas et prendre les informations qu'il y a à prendre à l'extérieur. Donc ça a été un apprentissage qui était top parce qu'on avait le simulateur à Barcelone. Donc on a vraiment pu faire beaucoup d'heures en sécurité, comme en a parlé Fabrice. Au-delà du travail de la perf, il y a eh ben, apprendre tous les process en cas de problème technique, comment réagir, connaître le bateau, savoir comment les systèmes hydrauliques et électroniques fonctionnent. Donc il y a eu vraiment 3, 4, 5 mois d'apprentissage euh, vraiment, vraiment accéléré, où on n'a pas navigué en AC40, mais on faisait du simulateur et on allait dans le bateau essayer de comprendre les systèmes. Et en fait, ce qui a fait que quand on a pu commencer à naviguer, on avait déjà nos repères en fait et ça a déroulé. On a décollé, et on a abattu, on a fait nos jibes et c'était parti quoi. Donc dans tous les cas, je pense que l'équipe a très bien abordé la préparation des premières naves en AC40. Et c'est vrai que c'est un bateau qui est assez atypique parce on est dans nos cockpits, à l'abri du vent, dans des sièges baquets. Ça fait un peu penser à une voiture de course. Mais on sent quand même hyper bien les accélérations et les décélérations si on crache. Donc non, c'est un bateau de dingue. Fabrice, quand tu es arrivé du coup à Barcelone, une fois que tu as commencé à comprendre ce bateau, quelles ont été un peu toi tes priorités auprès des deux équipes, hein, parce que je crois que tu accompagnes, c'est sûr, tu accompagnes à la fois l'équipe jeune et l'équipe féminine. C'est quoi? C'est de la cohésion d'équipage, c'est de la tactique, c'est de la stratégie. Raconte-nous un petit peu. La priorité, c'était ce qu'on appelle handling the boat, hein, c'est-à-dire la manipulation du bateau. Euh, Ça a commencé par alors, déjà, il y avait entre les deux groupes peut-être des petites différences sur la façon de naviguer et de faire des séances dans la journée. On va dire que les garçons, ils attaquaient un peu plus enfin, les jeunes, ils attaquaient un peu plus parce qu'il y avait Lou, Morniac, hein, faut pas l'oublier. Ils attaquaient un peu plus que les filles et avec un rythme différent. Et les filles, elles avaient des protocoles, des process qui étaient un peu plus calqués, qu'elles respectaient et qui les a aussi rassurées, je pense, d'une certaine façon. Donc déjà manipulation du bateau. Manipulation du bateau dans toutes les conditions de vent, c'est-à-dire que nous, on court entre 7 nœuds et demi et 17 nœuds de vent, mais aussi de mer, qui est peut-être le plus compliqué, c'est-à-dire que de temps en temps, on peut avoir jusqu'à 0,9, 1 mètre, peut-être un peu plus toutes les 4-5 secondes, et là, ça rend la navigation un petit peu plus difficile, donc il fallait déjà faire tout l'éventail de ce quoi on allait pouvoir être confronté pendant les régates. Et ensuite, on a resserré le jeu, puisque tous ceux qui suivent en ce moment la Vuitton le savent bien, le parcours il est contraint. Donc il a fallu resserrer un petit peu le jeu entre ce qu'on appelle les boundaries. Ouais. Et on a eu, à partir du 1er août, la possibilité de pouvoir naviguer avec les autres équipes qui étaient sur place.
ce qui était pas vraiment autorisé avant. Donc on se croisait, mais il fallait pas faire plus de 20 secondes en bord parallèle et tout. Donc comme tout bateau qui se rencontre au départ, on fait des petites comparatifs de vitesse et puis après on commence à rapprocher les bateaux, à se rencontrer. Donc voilà, et puis à partir du moment où on a pu naviguer avec les autres, ben là on a commencé à parler départ, stratégie, qui est pas forcément de la stratégie classique, au niveau du marquage, au niveau des règlements, le fait qu'on soit protégé quand on navigue dans les boundaries, si vous voulez, on pourra en parler un petit peu plus longtemps, ou Enzo en parler un peu plus longtemps. C'est vraiment très spécifique quand même. Justement, Enzo, bah, on va rebondir là-dessus. Quelles sont justement les spécificités un peu de la navigation en AC40 sur ces parcours contraints, comme vient de le dire Fabrice. Et après, tu vas peut-être nous raconter comment vous fonctionnez à bord sur un AC40 qui fait quoi? Ouais, alors c'est vrai que le format du parcours il est atypique et il se veut créer énormément de situations et de points de rencontre entre les bateaux avec les bandes d'arrêt. On peut plus faire de leyline, faire un bord, un cadre gauche ou un cadre droit, comme on pouvait faire à l'ancienne avec les premiers bateaux volants. Donc en fait, il y a pas mal de règles spécifiques, mais c'est des règles qui ont été créées pour amener des situations hyper intéressantes au point de croisement. Donc en fait, on commence à réfléchir plus avec des zones. Donc en fait, le premier qui rentre dans la zone est prioritaire, plus qu'avec des amures bâbord tribord. Donc en fait, il faut déjà comprendre les règles, comprendre comment les utiliser. Nous, on a la chance qu'il y ait eu les deux régates préliminaires avant Villanova et Jeddah, donc on a eu un paquet de cas expliqués par les umpires, un paquet de cas sur l'eau juste en regardant les replays sur YouTube. Faut vraiment pas sous-estimer le nombre d'informations qu'on a pu prendre en juste regardant ces régates, en les re-regardant et des dizaines de fois. Et donc de l'intérieur, ça fait que à peine tu prends le départ, il faut déjà se projeter à la bande d'arrêt parce que elle arrive vite, à peu près en 1 minute 40 secondes en fonction du vent, t'y es. Et donc quand tu pars sous le vent de la flotte et que tu as 5 bateaux à ton vent, il faut savoir ce qui va se passer à la bande d'arrêt. Donc on est toujours dans l'anticipation. Qu'est-ce qui va se passer, comment sortir devant le paquet, et comment jouer le mieux possible avec les règles. Donc ça c'était un long travail parce que la coupe c'est aussi beaucoup de règles, et de nouvelles notices of race, des updates. Donc là ça Fabrice a été d'une grande aide pour que nous on puisse vraiment se concentrer sur la partie opérationnelle. Et donc ce qui se passe c'est qu'à bord on a une répartition qui est finalement assez logique. Donc on a deux cockpits avec un barreur au vent, un barreur sous le vent et deux équipiers. L'équipier qui est au vent, il règle la grand voile. L'équipier qui est sous le vent, il règle le foc. Il est en face de lui, donc c'est vraiment parfait. Et ensuite, avec les voiles qui sont des deck sweepers sur le pont, donc nous on voit vraiment pas ce qui se passe. Quand moi je suis en tribord et qu'il y a un bateau sous le vent, je le vois pas, je sais vraiment pas où il est. Donc c'est là tout le travail qu'on a pu faire dans le simulateur de coordination entre les deux barreurs. Ça arrive quand il y a une situation qui se passe sous le vent, ce soit le barreur sous le vent qui prenne la barre. Des fois il doit expliquer, des fois il doit prendre la barre. Donc ça amène il faut une très grosse coordination et vachement d'alchimie au sein de l'équipage. Pas forcément qu'entre les barreurs, mais entre le barreur au vent et le régleur sous le vent, s'il faut abattre, etc. Donc tout l'enjeu au départ a été de créer la meilleure composition, donc le meilleur 4 possible. Pas forcément sur le niveau technique dans le simulateur, parce que les 6 qui restaient de la sélection naviguent tous très bien, mais plus sur voilà, l'alchimie entre chacun, la façon de s'exprimer dans les moments un peu de pression. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a axé la première partie de cette préparation. Monter la meilleure compo possible. Et ensuite, c'était de faire le plus de cas possible dans le simulateur, parce on a un deuxième bateau dans le simulateur, donc on peut faire du match racing. Et, et ça a été de balayer le plus possible de situations dans le simulateur pour pouvoir les débriefer
Et une fois arrivé sur l'eau, chacun savait ce qu'il avait à faire. Ouais, ouais. On rappelle juste pour ceux qui ne connaissent pas bien la Coupe d'Amérique, quand vous parlez de boundaries, c'est un peu comme les limites d'un terrain qu'il faut pas dépasser. C'est ça, Ouais, c'est ça. en gros, c'est un terrain de foot si la balle elle sort, là, elle est en touche, quoi. C'est C'est ça? ça. En fait, les boundaries, c'est des limites virtuelles. Quand on regarde les courses à la télé, on les voit très bien, elles sont marquées. Mais nous, sur nos bateaux, forcément, on les voit pas. Et on a un écran à bord du bateau qui schématise ce parcours-là. Et donc, on a une zone avant la boundaries où on est prioritaire. Et si on sort de la zone, eh ben, on prend une pénalité. Donc, ça va très vite. Et pour donner un ordre de grandeur, Fabrice confirmera, mais je crois que c'est à peine si on est 80 mètres hors des bandes d'arrêt, on est disqualifié. Donc c'est vraiment effectivement comme un terrain de foot. Il faut vraiment rester dans les lignes, sinon on est en jeu. Fabrice, Enzo vient de parler de la sélection, donc finalement de la sélection du 4 qui a finalement disputé cette troisième Coupe de l'Amérique jeune. Comment c'est vous, c'est toi qui as décidé? Comment elle s'est faite? Ça s'est passé Ah, comment? Et mais puis il y avait sept alors, candidats pour quatre alors pas places. du tout. J'ai pas du tout vécu cette période-là. Moi, je suis vraiment arrivé. Déjà le 4 majeur était fait dans les deux D'accord. équipes. Je suis vraiment arrivé sur le tard, donc j'ai pas du tout. Enfin, moi j'étais à l'école, donc j'ai vu un peu comment ça s'est passé parce qu'ils venaient à l'école et que je les voyais un peu à la cantine, je les voyais dans les couloirs, je les voyais faire différents supports qui étaient à disposition euh, dans la baie de Quiberon. Mais moi, voilà, j'étais dans un état d'esprit, chacun de son tour, ils vont se régaler, tant mieux pour vous. J'ai pas fait du tout la partie sélection. Vraiment, je suis arrivé juste, juste pour manger le dessert, on va dire. Voilà. C'est du coup le 4 majeur en question. Enzo, tu peux nous le détailler? Oui. Et ben en fait, donc comment ça s'est passé? Euh, j'ai eu la chance que Bruno et les dirigeants de l'équipe me fassent confiance et donc on a essayé de monter la meilleure compo possible. Elle s'est faite assez naturellement, mais voilà, c'était pas ça s'est fait vraiment naturellement et j'ai vraiment eu la chance de pouvoir mettre au point mon équipe. Donc pour ça, c'était vraiment génial. Euh, et j'ai eu aussi la chance qu'ils me fassent tous confiance assez vite et que voilà. Donc du coup, on a eu une super dynamique de progression. Et donc le 4 majeur qui a participé à la Youth America's Cup. Donc il y avait Mathis Paco qui était barreur bâbord, Gauthier Talieu qui était trimmer bâbord. Ensuite, moi, j'étais barreur tribord et il y avait Théo Reville qui était derrière moi en trimmer tribord. D'accord. Et donc les remplaçants entre guillemets, c'était Lou Mourniac et Ange Delers, c'est C'est ça? ça. Donc on avait Ange qui a pas mal navigué sur le bateau avec nous tout l'été, qui pouvait remplacer aux deux postes, mais surtout barreur. Et Lou qui a fait aussi quelques heures et qui était remplaçante trimmer, mais qui a très vite pris un rôle de coaching tout au long de la campagne sur le ZOD avec Alexandre Kowalski qui était notre analyse data. Donc ce binôme-là travaillait sur le ZOD, à analyser les datas en live, et à nous faire des retours en direct avec les micros. C'est l'avantage de ces technologies, c'est qu'on peut débriefer sans s'arrêter, donc on gagne un temps fou. Et donc voilà, Lou a plus pris ce poste-là. On va maintenant parler un peu dans le détail de ce qui s'est passé à Barcelone il y a 10 jours. Juste un petit mot, Fabrice, avant justement l'entame des régates, compte tenu des confrontations en entraînement que vous aviez eues avec les autres, quel était un peu l'état d'esprit et comment tu sentais un peu cette équipe française? Ah ben, je la sentais plus que bien, hein, l'équipe française, parce que on avait eu l'occasion là au mois d'août de croiser ceux qui étaient des marins que je connaissais pas, si ce n'est en regardant la liste des résultats dans certains supports, mais comme ils les connaissaient tous là, nos quatre mousquetaires plus Louis et Alex, ben
tout de suite, on mettait les Italiens et les Tenzin dans les équipes à battre. Donc on les a rencontrés, on a pu voir que sans problème ça matchait et que même au-delà de ça, ils ont quand même été souvent devant et euh, meneurs de jeu et maîtres du jeu, hein, nos équipiers Youth de Orient Express. Donc je me suis pas du tout posé la question qu'est-ce qui peut nous arrêter. Ça peut être la technique. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Mais sportivement, j'étais plus que confiant. Sportivement et humainement, j'étais plus que confiant parce que là, on a parlé rapidement, on a décrit qui faisait quoi, qui était qui, mais c'est vraiment une équipe. Enfin, c'était vraiment une grosse équipe au niveau technique, mais aussi au niveau collaboration, humain, entraide. Bon voilà. Là, vous l'avez dit, je commence à avoir un certain âge. Ça m'est pas arrivé souvent de voir une complicité, une technicité aussi élevée, quoi. Donc j'étais vraiment, vraiment très confiant, oui, bien sûr. Enzo, c'était aussi ton cas. Est-ce que l'objectif en démarrant cette compétition, c'était de jouer la victoire, hein? On disait que l'équipe de France faisait partie des prétendantes, si ce n'est au podium, au moins à la victoire. Du moins, si ce n'est à la victoire au podium, en tout cas. Oui, oui, non, très clairement, on a pu faire un super été. On a eu un super programme d'entraînement, donc on a pu énormément naviguer contre les autres équipes. On a fait un paquet de courses d'entraînement. On a gagné beaucoup. On était souvent dans le top 3. Enfin, je pense que on était vraiment dans le bon état d'esprit avant d'entamer la compétition. C'est-à-dire que c'est une compétition avec plusieurs steps, avec élimination. Il faut passer les cuts. Donc voilà, sans pression, on a abordé la régate, voilà, confiant de nos points forts, connaissant un peu nos points faibles. Euh, mais on était prêt à en découdre avec tout le monde. Ouais. On avait peur de personne. Malheureusement, ça s'est pas passé comme vous l'espériez. Alors, on va revenir sur ces régates. Premier jour de compétition et dès le premier jour, les problèmes techniques arrivent parce que vous pouvez pas prendre le départ des trois manches, c'est ça? Raconte-nous, Enzo. Eh ben, le premier jour, on a eu une longue attente sur l'eau parce qu'il n'y avait pas de vent au début. Donc nous, on a pu s'entraîner pendant, je me rappelle plus trop, mais une heure et demie. Tout fonctionnait très bien. On était prêts. Et puis on a eu une panne de la pompe de refroidissement. Donc le bateau s'est mis à surchauffer et donc il s'est mis en sécurité. Donc on n'a pas pu prendre le départ de la première course. Et ensuite l'équipe technique a essayé de changer la pièce sur l'eau, mais ça ça a pas abouti. Donc on n'a pas pu faire les deux premières courses. Et puis le deuxième jour, un autre problème sur la pompe. Donc même résultat. Donc on n'a pas pu faire les quatre premières manches de la compétition. Et là, Fabrice, comment ça se passe? Alors, on va rappeler la règle, hein, c'était des bateaux monotypes qui sont à la charge de l'organisation hein, de la coupe. Donc, je ne sais pas s'il y avait eu un tirage au sort pour savoir qui avait quel bateau, mais comment ça se passe du coup auprès de l'organisation? Il y a une demande de redresse, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Il faut savoir que nous, on a arrêté de naviguer le 25 août. Le 26 août, il y a une équipe de l'organisation qui est venue sur la base et qui a fait l'état des lieux, on va dire. Ensuite, on a amené le bateau le 2 septembre au port olympique de Barcelone et depuis ce jour-là, on n'a plus vu le bateau et on avait le droit de rien faire dessus. On n'a pas accès aux data quand on navigue comme on naviguait à l'entraînement. Et donc, voilà, qu'on charge à l'organisation qui est principalement composée de Néo-Zélandais, hein, euh, d'entretenir, de vérifier, de suivre les 6 bateaux. Donc, dans le règlement, quand vous avez un problème et que vous l'indiquez à la direction de course avant le départ, si ce problème-là vous empêche de courir ou que ça devient dangereux et que le directeur de la régate vous sort
de la course pour que ça vous ne posiez pas un problème aux autres bateaux. Et bien là, il y avait un système de redresse qui accordait 4 points aux bateaux qui étaient pénalisés par cette technique-là. D'accord. Ce qui explique qu'après ces 4 manches, vous aviez 16 points, c'est ça, Fabrice? Bah oui, oui. Donc en fait, en ne naviguant pas, on avait 2 points de plus que le bateau suisse, ce qui était un peu étonnant, mais je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tout le monde a bien compris que ces bateaux, ils étaient compliqués, fragiles. C'est de l'électronique, c'est de l'électricité, c'est de l'hydraulique. C'est un milieu humide et salin, et que ça nécessite un entretien et un suivi qui est vraiment très important. Ils arrivent là, les jeunes ou les filles, c'est pareil, ils arrivent 2 heures ou 3 heures avant la navigation et ils repartent jamais moins de 2 heures ou 3 heures après la navigation pour faire le tour et toutes les vérifications, les entretiens, et éventuellement les changements de pièces quand ça nécessite. Ouais. Enzo, j'imagine que cette entame n'était pas celle dont vous rêviez. J'imagine que vous aviez envie de régater et de prendre des points sur l'eau. Est-ce que quelque part ça vous a un peu perturbé ce début de compétition? Bah, c'est sûr que c'est jamais l'entame rêvée. On s'est préparé comme des fous toute l'année pour pouvoir faire des manches et pour pouvoir gagner des manches. Donc oui, on a eu des redress, mais c'était pas l'objectif et toute l'équipe voulait plus que 16 points en 4 courses. Ce qui était un peu long, c'est qu'ensuite on a eu 4 ou 5 jours de break avec rien à se mettre sous la dent parce qu'aucune course disputée, donc compliqué de faire des débriefs et d'analyser sa performance quand on court pas. Euh, mais voilà, l'équipe est restée motivée, hyper soudée et prêt dès qu'on aurait pu prendre un départ. Voilà, on était prêt. Donc pas de forcément c'était dur sur le moment, une énorme frustration et puis un peu euh, un coup de marteau sur la tête. Mais bon, tout le monde s'est très vite relevé et on était directement prêt pour le dernier jour de qualification. Dernier jour de qualification, bah, qui s'est beaucoup mieux passé parce que vous attaquez les 3 premières manches avec une troisième place, une quatrième place et une victoire sur la manche 7. Raconte-nous un peu cette journée. C'était là, j'imagine qu'il y avait grosse satisfaction. On va parler après ensuite de la dernière manche, mais en tout cas sur les résultats sur ces 3 manches. Non, c'était une journée de dingue, des conditions de rêve déjà. 16 18 nœuds, mer quasiment plate, donc les conditions idéales pour naviguer sur ces bateaux à pleine vitesse. Euh, c'était juste ouais, juste dingue parce que c'est pour ça qu'on s'était entraîné pour faire ce genre de course. Euh, donc forcément, on est un peu pris à froid au début parce que voilà, les autres équipes ont déjà fait 4 manches et nous c'est un peu notre entame sur la US America's Cup. Mais ouais, on se met vite dans le bain. Le bateau va vite. On se place plutôt bien. Je crois qu'on passe en tête la première bout au vent, donc on montre direct qu'on est dans le match. Voilà, il y a quelques petites erreurs, mais globalement très très content de la manière dont on a navigué. La flotte était très serrée. Je crois qu'on a eu les 3 manches avec les 6 bateaux en 20 secondes, ce qui est quand même quelque chose d'assez dingue. Et je peux vous garantir que tout le monde poussait à fond. On n'est pas passé loin de plusieurs gros dessalages sur ces courses. Mais voilà, hyper content. Et ça nous a positionné. On était en troisième place avec quelques points d'avance sur les quatrièmes avant la dernière course. Donc on était vraiment revenu dans le match en à peine 3 courses. On était revenu et on était prêt pour la dernière. D'ailleurs, la dernière course, on prend un super départ. On est deuxième. Et puis ensuite, voilà, on a un problème technique qui nous contraint à nous arrêter, quoi. Tu peux nous raconter du coup ce qui se passe exactement? Bah, ce qui se passe, c'est que on a une fuite hydraulique sur le Safran. Donc pour ceux qui connaissent pas trop tout ça, en fait, donc on a de l'huile, on a un réservoir d'huile et une pompe dans le bateau. On est à peu près à 7 8 litres d'huile. Et donc la fuite se déclenche 5 minutes avant le départ.
Mais nous, ça, on le sait pas. Parce que on navigue avec le bateau, mais donc l'huile commence à sortir parce qu'il y a une fuite d'huile, sauf qu'il reste de l'huile dans le système. Donc le bateau fonctionne, assez pour prendre le départ, mais ça se détériore très très vite parce qu'il commence à manquer d'huile. Donc les fonctions commencent à de moins en moins bouger, le bateau commence à réagir très bizarrement, jusqu'à la moitié du bord de près à peu près où on a perdu 6 litres d'huile, la pompe se met en sécurité, et le bateau s'arrête. Donc on se retrouve avec un bateau fantôme sur le bord de près. Voilà, on est contraint de s'arrêter et pour essayer de pas gêner les autres et d'être bon marin, on s'écarte un peu du parcours quoi. Fabrice, là, dans ce cas-là, est-ce qu'on est à peu près dans le même cas de figure que les premières manches où vous ne pouvez pas courir ou justement la demande de redresse est faisable? Alors, raconte-nous comment ça se passe après. Ah ben, bien évidemment, on a fait une demande de redresse, mais la différence, c'est que le patron du comité de course, Yann Murray, il a pas, ils disent, instruit le problème, c'est-à-dire que pour lui, tout allait bien avant le départ, et c'est la différence entre la première manche et puis cette manche 8, c'est que il faut bien donner une limite à un moment. Et donc ils ont décidé de dire que s'il y a pas de problème, s'il y a pas de warning, d'avertissement avant le départ, il y aura pas de redresse par la suite s'il y a un problème, quoi. Euh, le problème, c'est que ça aurait pu être détecté. Nous, ce qu'on reproche un peu à l'organisation, c'est que euh, on n'a pas vu sur les datas, mais quand on branche l'ordinateur sur le bateau, on voit que 5 minutes avant le départ, le niveau d'huile il baisse. Et que là, on aurait pu lever le doigt. Mais bon, là, ça n'a pas été fait, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu gênant, quoi. En fait, on se retrouve avec 3 manches sur 8 effectuées, et à pouvoir jouer les final séries et une dernière fois empêché par un système, par un vérin qui a été défectué et qui avait été changé 2 jours avant, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, ça vraiment, ça s'est accumulé. Il aurait suffi aussi. Les Espagnols qui partageaient notre bateau, ils ont fait leurs 8 manches. Ils n'ont pas eu de problème. Le comité de course, il aurait fait naviguer le groupe A en premier et le groupe B en second. Eh ben, on aurait pu naviguer les 4 manches. Donc ça vraiment, ça s'est accumulé, et ils étaient tellement loin de mériter ce genre de problème que voilà, c'était vraiment très très décevant, quoi. Mais pour eux, bien sûr, évidemment, pour eux, bien sûr en premier, mais même à la base, il y a une super ambiance à la base. Ils quittaient la base avec vraiment les encouragements de tous les sociétaires, tous les familles, les gars, le short crew, les challengers, les patrons, le management, la com, tout le monde était là pour les encourager. Et vraiment, voilà, quoi. C'est vraiment tellement pas mérité que il y a de quoi être déçu, oui, bien sûr. Ouais, ouais. D'autant qu'on rappelle, s'il y avait eu redresse, donc 4 points, il y aurait eu qualification parce que vous auriez, l'équipe française aurait terminé devant les Britanniques, d'Ineos Britannia, qui ont pris la dernière place qualificative. Enzo, j'imagine que la déception, comme le disait à l'instant Fabrice, a dû être terrible. Est-ce que vous avez appris très vite que votre dossier serait pas instruit? Comment ça s'est passé et à quel moment vous avez compris que c'était fini? Et raconte-nous un peu les sentiments. Ouais, non, c'était super dur. C'est vrai que, en fait, les 2 premiers jours où on n'a pas navigué, on a accumulé des problèmes techniques. Nous, le dernier jour, ça nous est complètement sorti de la tête tous ces problèmes et on était vraiment en mode régate, en mode on voulait se battre pour cette place. Et ces dernières manches où tout se joue, finalement c'est pour ça qu'on fait du sport. C'est pour vivre ces moments de haute tension où la pression elle est à son max, où tout se joue entre deux trois équipes. Enfin, donc ouais, hyper déçu et sur le moment en fait on n'y croyait pas, on pensait que c'était une blague, ça peut pas se finir comme ça, pas après pas après tous ces problèmes et pas après la manière dont on naviguait cette dernière journée. Euh, alors c'est un peu long parce que on n'a pas eu la réponse du comité de course parce qu'en fait
ils ont pas instruit, ils ont pas instruit la demande de redress. Donc nous, on le savait pas. Nous, on y a cru encore jusqu'à 3-4 heures après la fin des manches. En fait, on attendait la réponse. On attendait qu'ils instruisent le truc et en fait, ils l'ont jamais fait. Donc c'était long. C'était dur quand on l'a appris. Là, on est tombé de haut et on a travaillé comme des malades. Moi, l'équipe, je suis super fier de comment les gars ont bossé, comment on a navigué. On pouvait pas rêver mieux comme équipe. Mais voilà, c'était top d'avoir tous ces soutiens à la base, de la part de tout le monde, de la part des autres équipes aussi, qui ont vu comment tout ça s'est passé, qui ont vu la manière dont on a régaté. Donc c'était dans notre malheur, on a eu la chance d'avoir le soutien de tout le monde, donc ça nous a permis de d'avancer quoi. Ouais, et il y a quand même un sentiment un peu d'injustice. Ah bah oui, oui, complètement. Euh, mais voilà, ce système de redress où on accorde 4 points quand un bateau fait pas une course, pour moi, en fait, en voile, c'est toujours très compliqué d'avoir ce système-là parce qu'en fait, si les favoris qui gagnent toutes les courses peuvent pas en courir une, et ben marquer 4 points, finalement, c'est pas fair. Et puis, si une équipe fait toujours dernier et qu'ils ont une redress et qu'ils marquent 4 points, en fait, c'est pas fair non plus. Donc en fait, voilà, il y a un sentiment d'injustice, mais je pense qu'il faut chercher le positif, faut être fier de tout le travail qu'on a fait, la manière dont on a régaté. Euh, Ces manches-là, je pense qu'on s'en souviendra tous toute notre vie. C'était juste dingue. Ces courses à 6 à C40 avec 6 bâtons en 20 secondes, c'était un moment de dingue. Et voilà, on a vu qu'on était une vraie équipe. Donc voilà, moi je suis déçu, mais je suis super fier de ce qu'on a fait. Fabrice, d'extérieur, on peut être un peu surpris. La Coupe de l'Amérique dégage une image du top de la technologie, que tout est parfaitement professionnel, huilé, tout ça. Et finalement, parce que on rappelle, l'équipe française n'a pas été la seule à avoir des problèmes techniques sur son AC40. Je crois que les Suisses en ont eu, les Américains. Tu peux vous parler tout à l'heure des Espagnols. Ça fait presque un peu amateur vu d'extérieur. Bah, ça fait amateur, mais je pense que peu de gens mesurent la complexité de ces bateaux. Ouais. C'est vraiment enfin, moi, quand je suis rentré dans la base la première fois, donc j'en ai fait quand même, j'en ai fait 5 avant. On était 16 équipiers, il y avait une trentaine de personnes qui s'occupaient du bateau quand on arrêtait de naviguer à terre, quoi. Ben là, il y a 8 équipiers et il y a 100 personnes qui s'occupent du bateau. La mezzanine au-dessus du bateau, ça ressemble un peu à la NASA. Euh, c'est vraiment très différent et je pense qu'on mesure pas la complexité de tous les systèmes, de la mécatronique, des capteurs qui peuvent arrêter la navigation dans la seconde parce que c'est défaillant. Un petit joint à 20 centimes d'euros qui claque et voilà, c'est fini. Donc, ça nécessite quand même une armée. On va dire qu'on a essuyé un peu les plâtres parce que si l'objectif et l'ambition c'est de faire un circuit un jour avec des AC40 comme ça existe en CLGP par exemple, je pense que là l'organisation ou même tout le monde d'une manière générale a mesuré les moyens qu'il fallait mettre pour que ces bateaux puissent être efficients quoi et ne plus rencontrer ce type de problème. Quoi. Voilà. Ouais. Enzo, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, c'est vrai que je peux comprendre que de l'extérieur on a l'impression que ce soit amateur, mais vraiment comme l'a dit Fabrice, ces bateaux c'est des machines technologiques de dingue. C'est la Coupe de l'América et c'est pour ça qu'il y a les meilleurs ingénieurs et que toutes les équipes ont des problèmes techniques même sur les AC75. Euh, sur ces bateaux-là, on a des capteurs partout pour chaque réglage et si on a un petit câble qui ne fonctionne pas, eh ben on ne peut pas naviguer. Mais c'est ça qui est incroyable en fait, c'est comprendre la complexité de ces systèmes et l'organisation. Euh,
le tech team, en fait, ils sont tous compétents. C'est juste qu'ils étaient peut-être pas assez pour gérer 6 bateaux. Comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, nous, quand on préparait le bateau tout l'été pour naviguer, c'était 2-3 heures de boulot avant la nave, 2-3 voire 4 heures après la nave. Il y a des tonnes de check à faire juste pour un bateau. Et donc voilà, c'est vraiment des bateaux de dingue et juste, enfin, pour une pour une équipe, un tech team comme ça où ils doivent être 20, 25, voire 30, faire naviguer 6 AC40, c'est un challenge énorme. Je pense qu'on a simplement manqué de chance. Faut incriminer personne. Oui, oui, je forçais un petit peu le trait quand je parlais de motorisme, bien évidemment. On comprend bien la complexité de ces bateaux. Fabrice, bah, maintenant la Youth America's Cup est terminée. Place à la Women's America's Cup, la toute première de l'histoire, avec là encore une équipe française d'Orient Express, L'Oréal Racing Team, qui va débuter la compétition samedi prochain. Bah, comment tu sens un peu cette équipe qui est menée par Manon Audinet, si je ne me trompe pas, qui est la skippeuse du bateau français. Et ben là, il y a encore une équipe très forte, hein, euh, un peu plus d'expérience de la voile dans différents niveaux, parce que il y a beaucoup d'olympisme aussi, mais il y a aussi Pauline Courtois qui vient, qui est une spécialiste du match racing, Audrey qui va faire du large bientôt, donc c'est une autre Amélie qui les accompagne comme Lou et qui est vraiment une force dans l'équipe aussi. Et, bah, écoute, donc un peu refroidi quand même par ce qui s'est passé. On va pas s'emporter sur des pronostics, mais je pense que j'espère qu'ils vont pouvoir naviguer. Je pense qu'il y a eu un gros boulot sur les bateaux et puis du coup, on va dire que l'organisation elle jette peut-être un œil un petit peu plus aguerri sur le bateau français et elles vont pouvoir s'exprimer évidemment leur place c'est d'être en final series après final series hein, c'est une après-midi là on naviguait 15 minutes la semaine dernière donc ça va très vite pour finir dans les 2 premiers mais oui évidemment elles peuvent le faire quoi elles peuvent le faire. On va rappeler juste la composition de cette équipe, parce que tu donnais des prénoms, donc on va donner les noms. Oui. Aloïse Retornaz, Amélie Rioux, Audrey Augereau, Jessie Campman, Lara Granier, Manon Ondinet qui est la skippeuse et Pauline Courtois. Enzo, tu accompagnes, toi, l'équipe féminine. Quel est maintenant un peu, puisque tu es encore à Barcelone, ton rôle actuel? Oui, bah on est tous là avec les jeunes pour essayer d'aider les filles. Voilà, on espère qu'elles vont pouvoir faire des super manches et qu'elles auront pas de problème technique sur le bateau. Normalement, enfin, normalement, voilà, on croise les doigts là-dessus. On sait qu'elles ont les capacités pour aller loin dans cette compète. Donc, ouais, non, nous, on est avec eux. Si elles ont besoin, on est là. Mais on veut pas non plus chambouler leur fonctionnement. Elles ont une super équipe avec une belle organisation. Donc, voilà, il faut essayer de les aider, mais voilà, on est à leur disposition. J'imagine que tu regardes aussi passionnément les régates en AC75. On en est donc à la finale de la Coupe Louis Vuitton. Lundi soir, au moment où on se parle, il y a 3 partout entre Luna Rossa, Prada Pirelli et Ineos Britannia. Pour toi, qui rêvait peut-être devant la Coupe depuis des années, ça fait rêver de passer au stade supérieur à AC75. Alors, c'est vrai que la finale de la Louis Vuitton est particulièrement excitante. Là, les courses, c'est du très très haut niveau et c'est du très grand spectacle. Voilà, nous on se régale à suivre ça. Moi, c'est sûr que bah c'est un rêve et c'est un objectif pour moi dans ma carrière d'un jour être à la barre d'un de ces gros bateaux et de gagner la coupe. Donc voilà, moi je travaille comme un dingue. La youth c'était qu'un premier step, j'espère. Et voilà, maintenant à fond sur la suite. Hein, c'était que le début. Fabrice, quel est toi ton regard sur cette finale de la Coupe Louis Vuitton et cette America's Cup d'une façon plus globale?
Bon, bah, c'est la deuxième avec ces bateaux-là, donc on n'est plus trop surpris de les voir, hein, sauf que bah, quand on s'entraînait au mois d'août, là, qu'il y en avait 6 qui vous passaient derrière à 50 nœuds, bah, c'est sûr que c'est impressionnant. Après, le spectacle qu'on a là devant avec Luna Rossa et Ineos, c'est extraordinaire. Hein, ils sont à 3-3 ce soir. C'est là, ils se rendent coup pour coup. Alors nous, dans le jeu des pronostics, un jour on en met un devant, l'autre à la fin de l'après-midi, on se demande si c'est pas l'autre qui va gagner. Donc c'est quand même passionnant. Ça se fait dans des conditions en plus. Là, les manches qui ont été courues, il y avait du vent, il y avait un petit peu de mer, mais il n'y a pas eu d'embrouille, on va dire. Donc ça c'est très bien. Voilà. Donc ne me demandez pas un favori parce que là aujourd'hui c'est très difficile. Quand à côté de ça, il y a Emirates Steam New-Zélande qui navigue à 20 nœuds toute l'après-midi avec 20 nœuds de vent et 50 nœuds de moyenne. Donc ça promet aussi pour la finale, la grande finale. Donc voilà, il faut rester branché parce que ça va être très joli, je pense. Toi qui as connu San Diego, Auckland, Valence et peut-être d'autres, comment tu trouves d'une façon plus générale, l'ambiance autour de cette Coupe de l'Amérique à Barcelone? Est-ce que tu retrouves un petit peu le parfum des éditions que tu as vécues? Bon alors, je pense qu'on peut difficilement comparer une coupe qui se passe à Auckland et une coupe qui se passe ailleurs parce que bon, effectivement, il y a beaucoup moins de monde sur l'eau à regarder. San Diego, il n'y avait pas grand monde non plus, hein, je dois vous avouer, mais après, bah, la proximité des bases dans la ville, c'est quand même une super ville. Bon, c'est génial, quoi. C'est voilà. Après, on peut pas dire qu'il y ait l'engouement nautique du peuple néo-zélandais quand on régatait dans le port d'Auckland ou devant les volcans là ou dans la baie d'Oraki. Parce que ça, ce sera difficilement retrouvable ailleurs. Mais voilà, ça reste, pour l'instant, c'est une très belle coupe, quoi. Pour finir, Fabrice, quelle va être la suite pour toi? Après cette expérience, cette pige de quelques mois au sein du défi français, est-ce que ça t'a donné envie de continuer ou tu vas retourner à l'UNV du côté de Quiberon, retrouver tes fonctions que tu occupais jusque-là? Bah, dans un premier temps, c'est ce qui va se passer dans une quinzaine de jours pour soulager mon collègue qui a pris la charge comme ça au pied levé de travail de 2 personnes tout seul là tout l'été. Donc je vais commencer par faire ça. Après, franchement, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Euh, c'est plus c'est pas du coaching comme j'ai pu le connaître, en faire, le pratiquer, etc. Donc c'est vraiment tellement différent que je sais pas trop. Je dis pas que je rembrayerai sur une 38e Coupe América à ce poste-là. C'est pas sûr du tout. Voilà. Enzo, pour toi, quelle va être la suite? Est-ce que tu as déjà des plans pour l'année prochaine? Est-ce que tu as un peu de visibilité? Ouais, bah moi je vais remonter mon motafoil qui est là sur la base à Barcelone et je vais me préparer pour le championnat du monde 2024 qui a lieu à Auckland fin décembre et enchaîner avec le championnat du monde 2025 qui sera au lac de Garde. Donc ça me fait un an où effectivement je sais ce que je fais et je sais ce que j'ai à faire. Tout en gardant, j'imagine, le contact avec l'équipe française si le défi se prolonge, j'imagine? Oui, évidemment. Moi, c'est comme je te dis tout à l'heure, hein, c'est mon objectif, mon rêve ultime de faire ça. Donc évidemment, si l'équipe a besoin de moi, je serai présent. Eh bien, très bien. Eh bien, messieurs, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps alors que vos journées sont chargées. Je crois qu'il y a des practice races demain du côté des filles. Merci à vous. Bonne fin de séjour à Barcelone. Et ben, quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 183e épisode de Pause Report. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager.
Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17 h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!